Bien, bonjour à toutes et tous. Il est 10 heures. On va essayer de respecter le timing. Donc, je suis Guillaume Le Bellégo, le directeur commercial de l'UNEP, et puis je suis accompagné aujourd'hui de trois personnes. Patrick Lemaire, le directeur Bonjour. du développement et en charge de l'UNEP et en charge du pôle Focus SCPI à l'UNEP, qui est le pôle d'expertise de SCPI au sein de l'UNEP. On vous expliquera un petit peu en détail ce que l'on fait. Nicolas Van Denen, directeur de l'épargne chez Sofidy. Salut Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Et Philippe Casalo, responsable des partenariats chez Sogénial. J'ai pas égratigné ton poste, Philippe? On n'entend pas. On ne t'entend pas. Bon, on te remettra le micro. Euh, je vous rappelle que donc tous vos micros sont coupés. Vous avez néanmoins un chat et un question-réponse dans les options. L'idée du jour, c'est de vous présenter un petit peu qui on est, ce que l'on fait, d'avoir un avis objectif de nos deux partenaires sociétés de gestion immobilière, puisque comme vous le savez, ça remue un petit peu sur les marchés immobiliers. Il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont bien sur le marché de l'immobilier. Donc l'idée, c'est d'avoir un avis éclairé sur la situation. L'UNEP, en deux mots, on est une plateforme indépendante. On est plutôt axé sur l'immobilier de manière générale, puisque le fondateur de l'UNEP n'est autre que Christian Cacciatolo, un des trois associés fondateurs d'Imorant. Pour faire très simple, les contrats de l'UNEP créés par l'UNEP et co-construits avec les partenaires CGP eh bien, comportent un volet immobilier relativement important, je pense l'un des plus importants du marché, avec des conditions de traitement relativement intéressantes. C'est ce qui a fait notre succès jusqu'à présent. Et puis, au fur et à mesure des années, notre expertise s'est aiguisée et nous avons créé, il y a maintenant 2 ans, Focus SCPI. Donc, Patrick, si tu veux dire un petit mot sur Focus. Oui, alors l'idée de Focus, en fait, on est parti de l'expérience un peu de l'ADN de l'UNEP, dont le président Christian Cacciatolo avait participé à la à la création de la SCPI Morante, qui est aujourd'hui la plus ancienne et la plus grosse SCPI de commerce en France. Euh, et ce qui est particulièrement intéressant, et Nicolas nous en dira peut-être un mot, c'est que on a quand même connu la crise des années 90, donc 92, 13, 14, qui, excusez-moi, était autrement plus sérieuse que la crise actuelle. On avait, je le rappelle, des baisses de 30, 40%, voire des suspensions de cotation des CPI. Donc le marché était beaucoup, beaucoup plus chahuté. Ça n'a rien à voir avec la mini-crise actuelle. Et donc, fort de cette expérience, on nous a un peu mis une image de spécialiste SCPI collé une image de spécialiste SCPI sur le front. Et du coup, comme on nous interrogeait beaucoup sur les SCPI du marché, on s'est dit, on va faire un petit pôle de compétences SCPI qui seront disponibles aussi bien en assurance vie, alors plutôt maintenant sur notre nouveau contrat avec Prépare, assureur vie de la Bred, que en direct. Et on a une petite sélection on a une douzaine d'SCPI. Et on est ravis parce que dans cette sélection, on n'a eu aucun problème de dévalorisation de parts. Et donc, on a une sélection très qualitative. Notre travail, c'est de vous mettre en relation avec les sociétés de gestion. Vous allez signer des conventions avec les sociétés de gestion sans qu'on soit aucunement un coup de frottement. Vous aurez toutes vos rétrocessions. Et nous, on est là pour vous aider, faire un service à la fois front, middle, back sur les problèmes que vous pouvez avoir. Et puis, on est un conseil complètement indépendant et on peut vous dire, attention, lève un peu le pied sur telle SCPI, celle-là est très bien, etc. Donc, donc on a, on a une vision complètement transparente et indépendante. Et donc, on travaille avec un nouveau logiciel, la Deep Invest, on fait beaucoup d'allocations d'actifs personnalisés pour les conseillers à leur demande. Et on est à votre disposition pour échanger sur toutes les SCPI du marché en essayant d'avoir l'information la plus judicieuse possible. Alors, aujourd'hui, dans cette gamme, je vais être bref, on a nos principaux partenaires. Il y a évidemment Sofidy, qui est le partenaire historique. Il y a Sogénial, qui va se présenter tout à l'heure. Je cite également Foncière et Territoire, une petite société de gestion de SCPI régionale. Nous avons Aldéran, spécialisé sur la logistique. Nous avons Ferinvest, une SCPI de Santé éducation. santé éducation.
Altixia, qu'on avait choisi notamment pour leur solution pour les US personnes. Voilà, donc on a une petite gamme de SCPI assez restreinte, mais qui sont toutes. On a une communication régulière avec les gérants et les responsables de la distribution. Je rappelle que les deux piliers de la SCPI, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et ça fait 10 ans qu'on le martèle, la collecte open bar, c'est très bien quand ça marche, mais après, on en paie les conséquences à un moment ou à l'autre. Donc on a un peu radoté. Là, c'est un peu dommage d'avoir raison avec des baisses assez conséquentes. Mais voilà, donc nous, l'idée, c'est d'être les deux piliers, je vous dis, c'est la collecte et l'investissement. Et donc ces deux pôles importants, on les suit de très près et de façon régulière grâce aux relations privilégiées qu'on a avec ces sociétés de gestion. Voilà, je suis très bavard. Et donc là, on va laisser la parole à nos deux amis. Alors, c'est amusant parce que j'allais dire, les deux sont vieux. Sophie dit une ancienne société de gestion et Solgenial est également une vieille société de gestion, vu que Gérard Auffray, son président, était un des pionniers de la SCPI à capital variable. Mais il nous expliquera que la société a complètement changé de look en 2018. Donc, messieurs, je vous laisse la parole pour nous parler un peu de vos SCPI, de votre vision du marché, euh, d'insister un peu sur pourquoi vous n'avez pas dévalorisé les parts alors que tous les petits copains le font. Quelles sont vos perspectives? Et puis après, je pense qu'il y aura beaucoup de questions et on s'attardera sur les questions. Alors à vous, je ne sais pas qui commence. Allez, bonjour c'est bon, mon micro est ouvert. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors peut-être pour commencer, effectivement, replanter un petit peu le décor, même si je pense que tout le monde l'a bien en tête. Il y a un peu plus de 18 mois encore, il y a de grandes chances que si on avait fait le même exercice, quelqu'un à minima une personne ait posé la question de quid de la remontée des taux. Quand est-ce que les taux, est-ce qu'ils vont remonter? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce à quoi on répondait un peu systématiquement que bien évidemment les taux ne peuvent que remonter dans le contexte qu'on connaissait. La question était davantage à quelle vitesse ça allait se produire. Puisque si ça se faisait de manière progressive sur fond d'inflation, il allait y avoir un effet quelque part de neutralisation entre de l'inflation qui fait progresser les loyers et une remontée des taux qui induit une décompression des taux de capitalisation. Et ça serait relativement doux pour le sujet des valorisations immobilières. En revanche, si ça remonte violemment, là, ça serait le bazar. Et pas que dans l'immobilier, mais ça serait quand même très compliqué. Et le hasard, ou en tout cas le contexte macroéconomique géopolitique, a fait que explosion de l'inflation, les banques centrales ont pris des décisions et on s'est pris 400 points de base dans la figure sur fond d'une dizaine de remontées en 12 mois. Donc tout ça a été effectivement très violent, a créé un peu un choc sur un choc globalement, et puis effectivement un choc aussi sur l'immobilier, puisque pour résumer la situation de manière très simpliste, quand vous avez des taux directeurs qui sont et des taux longs, des placements sans risque où aujourd'hui vous allez chercher du 3,5, du 10, entre 3,5 et 4 quasiment sans aucun risque, est-ce normal d'avoir de l'immobilier qui soit valorisé à 3,5, 4 alors qu'il y a des risques dans l'immobilier? Eh bien non. Donc tout ça est venu clairement créer une petite onde de choc, bousculer les valorisations. On s'en est rendu compte en septembre avec les premiers fonds immobiliers au PCI grand public qui, parce qu'ils sont dans un schéma de valorisation mark-to-market, ont commencé à mettre en évidence qu'il y avait un sujet. Ça a continué au 31 décembre. Où on attendait effectivement pour les SCPI, mince, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, ça s'est pas trop mal passé. On n'a pas eu énormément, en tout cas pas de grosses démonstrations sur les SCPI qu'il y avait un choc violent, mais ça c'est lié aussi à l'amortisseur quelque part, cette fourchette des plus ou moins 10%. Et puis les sociétés civiles, celles qui sont beaucoup plus orientées sur de l'immobilier en direct, elles aussi ont commencé début 2023 à mettre en évidence qu'il y avait des petits sujets en termes de valo, donc de performance, liés au contexte qu'on connaît. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est perturbant dans la mesure où on a connu plus d'une décennie avec des taux qui étaient historiquement très, 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 très faibles.
Clairement, et pour l'imager de manière un peu rigolote, c'est nous, acteurs de l'immobilier, cette période-là, on était dans la descente avec le vent dans le dos, dans un contexte qui, en plus, faisait que il fallait faire de l'immobilier, de l'immobilier, de l'immobilier. C'était très certainement une anomalie en soi. Mais effectivement, il y avait certains produits qui étaient, eux, en panne. On pense à l'obligataire, bien évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, on est sorti de cet élément-là. Quelque part, on retombe dans un univers qui est un peu plus normal. En tout cas, quand je dis normal, ça veut dire que on se rend bien compte qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Voilà, et il y a cette transition-là qu'il faut opérer dans un contexte où, bien évidemment, à ce jour, personne n'a de boule de cristal. En revanche, il est clair, en tout cas, c'est notre vision des choses, une vision, je pense, qu'on partage à 100% avec l'UNEP, et c'est vraiment l'objectif de cet échange. On se doit d'être transparent pour vous aider à décrypter, à comprendre ce qui se passe, pour que vous puissiez accompagner les clients dans cette logique-là. Et clairement, hein, les accompagner dans un contexte très anxiogène sur fond de titres, de presse, des choses très racoleuses qui peuvent leur faire peur. Voilà. Mais il faut réussir dans ce contexte-là à prendre de la hauteur, clairement à bien comprendre qu'on n'est pas dans une crise immobilière. Les indicateurs propres à l'immobilier, les sujets de taux d'occupation, de taux de recouvrement, tout ça, tous ces indicateurs-là restent bons. Patrick le soulignait en introduction, on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec la crise qui, là, pour le coup, était immobilière des années 90. Ça, c'est un point qui est important. Et dans ce contexte-là, aussi, peut-être se rappeler qu'il y a un moteur dans l'immobilier, qui est le moteur du rendement, les loyers, qui est un moteur hyper important sur lequel on s'appuie. Vous appuyez pour construire des stratégies patrimoniales. Eh bien, ce moteur-là, il n'est pas en panne. Il n'est pas en panne et il est même plutôt en voie d'accélération. En voie d'accélération parce que qui dit inflation dit, si on a la capacité à faire passer l'inflation, une capacité à faire augmenter les recettes locatives et donc la capacité de distribution. Et aussi, le contexte qu'on est en train de connaître, c'est ce changement de cycle immobilier devient aussi un contexte très opportuniste pour ceux qui ont la capacité de le saisir. Et quand je dis la capacité de le saisir, c'est-à-dire ceux qui collectent, ceux qui ont du cash pour pouvoir acheter aujourd'hui dans de bien meilleures conditions qu'hier et donc venir apporter des actifs qui seront beaucoup plus rentables, qui délivreront plus de rendement, qui auront donc un effet relutif sur les patrimoines des fonds. Donc ça, c'est clairement… Et on commence vraiment à en voir. Bien évidemment, il peut y avoir des vendeurs stressés qui sont dans l'obligation d'aller très vite. Et cela, nous, en tant qu'acheteurs, on est très, très dur en termes de négo. Mais plus globalement, on commence à avoir beaucoup de sujets où on se rend compte qu'effectivement, on achète à 100, 150, 200 points de base de plus en termes de rendement qu'hier. Donc ça, c'est quelque part, il faut voir en tout cas, on a envie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, en se rappelant que l'immobilier, c'est du long terme, véritablement du long terme, et que même si hier, il y a eu une petite anomalie où peut-être que dans vos allocations, on avait mis beaucoup d'immobilier, eh bien, ce n'est pas parce qu'on est en train de traverser ce moment un peu chahuté qu'il faut faire table rase complète sur l'immobilier. Voilà, hein, l'immobilier, à notre sens, doit rester vraiment du fond de portefeuille. Voilà, pour partager, planter un petit peu le décor. Il y a juste un petit point, Nicolas, je me permets d'intervenir. Et il y a un point que je tiens à souligner. Donc, entièrement d'accord, on oublie qu'on est sur du long terme, moyen-long terme. Et je voulais juste signaler un point, c'est que les clients qui détiennent des SCPI en direct, globalement, la baisse des prix de part, ils ne la regardent pas trop. Ils ont acheté une part, ils ont leur rendement, ils sont contents. Tout comme vous achèteriez un appartement avec un locataire qui paye un loyer réindexé, vous n'allez pas voir combien le voisin a vendu son appartement d'à côté le mois d'après. Et là où c'est visible, il faut bien, là où c'est beaucoup plus visible, c'est en assurance vie, parce que forcément, l'assureur va valoriser la SCPI sur le prix de retrait. Et là, effectivement, s'il y a une baisse du prix de part, ça se manifeste sur le prix de retrait. Et le client est beaucoup plus sensible à la baisse. Enfin, la baisse est beaucoup plus visible en assurance vie qu'en direct, où ça passe beaucoup plus inaperçu. Et je rebondis sur ce que tu dis, Patrick, c'est que l'intérêt dans les contrats UNEP, via la logique de capitalisation,
c'est que quand même, au bout de 2 ans, du fait du réinvestissement du dividende sur la même SCPI, vous avez quand même une ligne qui revient très, très vite dans le vert. Et ça, mine de rien, effectivement, ça reste aussi très, très factuel. Donc, c'est vrai que Tu peux rajouter les frais d'acquisition qui sont aussi réduits, qui jouent effectivement cet effet retour sur investissement beaucoup plus rapidement. Voilà, pour un petit peu planter le décor. Je ne sais pas si Philippe, tu veux rajouter des éléments par rapport à ça? Ce que tu as évoqué, c'est le contexte actuel, c'est effectivement cette remontée qui a été brutale. Autant une remontée de taux en soi, c'est pas gênant, c'est plutôt la rapidité à laquelle elle s'effectue et qui vient mécaniquement décompresser beaucoup de sous-jacents immobiliers, comme tu les as cités. Et parallèlement, ça crée pour des cash buyers que nous sommes, donc des sociétés de gestion qui investissent sans conditions suspensives de crédit, eh bien, ça va créer des opportunités. Des opportunités sur quasiment tous les sous-jacents dans lesquels nous évoluons. Mais voilà, pour rester sur cette introduction, je dirais qu'il y a des opportunités qui se créent suite à cette remontée des taux et que, bien évidemment, il y a aussi des choses qui sont très positives. Tu l'as évoqué notamment avec l'inflation qui vient booster les loyers. Alors, faut-il encore les faire passer sur les entreprises qui sont en capacité de le faire, mais je crois que les gérants ont aussi cette capacité à sélectionner des entreprises qui sont solides financièrement en vue de préserver les loyers et par ricochet les dividendes aux porteurs de parts. Puisque je le rappelle, le métier principal de nos maisons, c'est de pérenniser, sécuriser des flux de loyers, puisque je le rappelle, la vocation première d'une SCPI, c'est générer des revenus complémentaires de manière pérenne. Il y a une question qui est un peu sur la thématique des loyers, donc je la regarde en même temps. Le risque serait que la crise annoncée puisse impacter le paiement des loyers également. Alors c'est vrai que c'est un critère, on va l'intégrer dans nos rapports trimestriels qui maintenant vont être informatisés et en temps réel. On n'attendra plus 3-4 mois pour l'avoir. Et la notion d'impayé, je pense que c'est une notion également qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce que vous avez un petit avis là-dessus? C'est une très très bonne question parce que au moment du Covid, on a redécouvert un indicateur de gestion, c'est le taux de recouvrement. Le taux de recouvrement, c'est celui qui paye son loyer, quoi. Enfin, voilà. Et c'est le point central parce que on ne peut pas aujourd'hui se focaliser uniquement sur le taux d'occupation financier. Il faut vraiment regarder ces deux indicateurs. Parce que si vous avez un taux d'occupation de 100%, mais qu'aucun de vos locataires vous paye, bah c'est bien, mais ça ne marche pas, quoi. Ça ne fait pas rentrer les loyers. Donc, il faut vraiment analyser, et je réinsiste systématiquement sur ça, il faut vraiment prendre ces deux indicateurs-là ensemble. Aujourd'hui, en tout cas, nous, sur nos fonds, on continue d'avoir des très, très bons taux de recouvrement. Je vais vous prendre le cas de notre SCPI bureau, EFIMO. Je prends volontairement celle-ci parce que le bureau, c'est quelque part la thématique, la classe d'actifs dans l'immobilier qui est la plus bousculée actuellement. On est à plus de 99% de taux de recouvrement. Donc, voilà, on recouvre les loyers. Donc, ça, c'est un point qui est important. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à être comme ça? Bien évidemment, on a envie, mais aussi, si on est dans un contexte macroéconomique qui se dégrade, et si pour appeler un chat, si à un moment donné, on fait face à une grosse récession, oui, on peut avoir certains locataires qui ont un peu plus de difficultés à payer les loyers. Donc ça, on revient sur la force des véhicules SCPI et sur l'effet de mutualisation qui, globalement, si vous avez un mauvais payeur parmi 1000 locataires, c'est dérangeant, mais ça fait pas si mal que ça. Donc maintenant, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Globalement, et bien évidemment, tout est lié. Les banques centrales, ce qu'elles regardent, c'est deux grands sujets. Elles veulent juguler, maîtriser l'inflation, mais il ne faut pas non plus qu'elles aillent trop loin dans cette volonté de maîtriser l'inflation parce que ça nuit à l'économie derrière. Et donc, il y a ce risque de rentrer en récession ou pas. Donc voilà, c'est tout leur jeu d'équilibriste actuellement. Personne n'a envie de basculer dans une récession. C'est quelque chose qu'on surveille, bien évidemment. Maintenant, il ne faut pas se faire peur. Voilà, il faut le surveiller. En tout cas,
nous, on publie ces indicateurs-là tous les trimestres, donc c'est quelque chose qu'on peut suivre. On est clairement dans un contexte qui est compliqué. Il faut appeler un chat un chat. Il faut rester hyper humble dans ce contexte-là. Personne n'a de boule de cristal. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné se fier, se revenir sur des indicateurs très précis pour être vraiment en suivi, en analyse, en observation. Je pense que s'il y a un élément, enfin en tout cas, un élément important qui se dégage du contexte actuel, maintenant qu'on n'est plus dans la descente avec le vent dans le dos, c'est qu'il faut être énormément dans l'analyse. Il faut surveiller, il faut analyser, il faut vraiment aller un cran plus loin qu'hier dans la compréhension et dans le suivi de différentes lignes immobilières que vous pouvez avoir. Et quelque part, ça, c'est aussi l'intérêt de Focus SCPI, c'est qu'ils vous prémâchent aussi ce travail-là, quelque part. Cette analyse, cette matière, ça, c'est un point qui est important parce que dans un contexte où on est dans la montée, on est dans l'ascension du Mont Ventoux avec le vent de face, faut réussir à savoir qui ira jusqu'en haut, quoi. Côté Sogenial également, hein, on a une sélection qui est assez fine des locataires. Globalement, sur le véhicule chez nous qui est le plus connu, qui est cœur de région, hein, un véhicule qui est assez diversifié, les gérants en interne ont cette analyse fine de sélectionner, parce qu'on parle beaucoup effectivement d'emplacement en immobilier. On rajoute également cette dimension du locataire que Nicolas vient d'évoquer, qui est primordiale. Encore une fois, je me répète, mais notre vocation, c'est pérenniser des flux de loyer le plus longtemps possible et sans volatilité. Et donc, pour ça, effectivement, ça nécessite des critères d'analyse très poussés. Donc, en ce qui nous concerne, on va avoir une attention particulière sur la dimension de l'entreprise qui sont dans les locaux. On travaille beaucoup avec les entreprises étatiques. Je pense à des structures comme des chambres de commerce d'industrie, des pôles emploi, ou des entreprises qui vont avoir une taille nationale, internationale, et donc qui ont mécaniquement une assise financière qui est bien plus solide que, je dirais, un gérant ou un petit indépendant dans un centre-ville. Donc, c'est vrai qu'en ayant cette analyse assez fine, et puis aussi par la mutualisation qu'offre un véhicule SCPI, donc l'objectif, hein, je le rappelle, c'est que même si certains secteurs peuvent souffrir plus que d'autres, l'objectif de nos véhicules, c'est aussi d'avoir une mutualisation de différents secteurs économiques en vue de lisser sur une durée long terme des loyers. Juste un petit mot, Philippe, parce que du coup, on l'a fait à la bonne franquette et c'est très bien comme ça. Mais alors, tu peux peut-être, on le fait à l'envers, excuse-moi, nous dire un petit mot sur Sogenial. Qui es-tu? Bien sûr. Merci Patrick pour le point. En fait, Sogenial, effectivement, Patrick le disait, c'est une maison qui a été créée dans les années 80 par Gérard Offray. On va dire remis au goût du jour à partir de 2018 avec un nouvel actionnariat qui rentre au capital de Sogenial et avec la volonté effectivement de développer différentes solutions d'investissement à destination de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ces solutions, globalement, on les distingue en deux catégories. La première, que sont les SCPI de rendement. Il y en a 4 à présent chez Sogenial. Et puis, bien sûr, une deuxième typologie de solutions, que sont les fonds professionnels. Donc, je pense à des sociétés de libre partenariat, type SLP, ainsi qu'à SIF de droit luxembourgeois. Le dénominateur commun de toutes ces solutions, c'est l'environnement économique dans lequel on va évoluer. Donc, les sous-jacents dans lesquels on va se positionner, c'est de l'immobilier d'entreprise. Donc, on va acheter des immeubles de bureaux, des locaux d'activité et des commerces dans un environnement qui est plutôt France pan-européen. Voilà, il y a juste en quelques chiffres rapides. Sogenial, c'est un peu plus d'1,2 milliard d'euros d'actifs immobiliers gérés à présent. Donc, il y a eu un travail assez important des équipes depuis 2018, une progression assez dynamique, on va dire. Et puis, 46 collaborateurs situés à Paris et un peu partout en France, au cœur des territoires, comme le veut nos SCPI. On a deux petites questions. Alors, il y en a une qui est ciblée pour toi, Nicolas. Avant de rentrer sur, parce que voilà, on parlera de la SCI Conviction Immobilière à la fin, mais nous avons une question sur le cycle de la baisse, sur la baisse du marché français. Vous savez où on en est ou pas? Et moi, je pense, alors, moi qui ne suis pas spécialiste, je vais vous faire mon analyse rapide.
Je pense qu'il n'y a pas un marché unique. Là, il y a la grosse problématique, ça va être la collecte. Ceux qui sont dans des phases de décollecte vont être dans une spirale un peu infernale où ils vont être obligés de brader les actifs des véhicules, SCI ou SCPI. Et ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais ça, c'est mon analyse. Je vous laisse répondre. Alors, peut-être sur le sujet des cycles immobiliers, bien évidemment, et ça, c'est important que tout le monde l'ait bien en tête. Il n'y a pas un seul marché immobilier. Il y a des marchés qui sont et des réactions, des vitesses de réaction qui sont propres à chaque pays, qui sont propres à chaque typologie, qui sont propres même à chaque région. Le bureau à la Défense ne réagit bien évidemment pas comme le bureau en plein cœur de Paris, comme le bureau en plein cœur des métropoles régionales, comme le bureau à Londres, à Amsterdam, à Berlin. Donc, c'est quelque chose. Voilà, chaque secteur, chaque typologie a une dynamique différente, une gestion du cycle différente. Ce qui est certain plus globalement, c'est qu'effectivement, il y a eu pour tout le monde, on est dans un contexte où les prix sont plus que challengés. Il y a du repricing et des valos qui sont chahutés. Où est-ce qu'on en est si je reste à prendre un peu de hauteur sur le marché français? Le marché français, c'est contrairement au marché anglo-saxon, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, c'est un marché qui réagit de manière beaucoup moins violente. Les marchés anglo-saxons, dès Q4 22, ça a été assez violent, mais c'est des marchés qui fonctionnent comme ça, à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Le marché français amortit un peu plus la chose, mais il y a un effet de décalage. Donc bien malin celui qui est capable de dire où on en est du cycle, parce que voilà, hein, il faut une fois encore, faut être honnête, très transparent. On a tous envie d'acheter au meilleur moment, mais personne ne sait où est le meilleur moment. Et le meilleur moment, quand on le sait, c'est en regardant dans le rétroviseur. Donc, il est trop tard. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et quelque part, c'est aussi la question de qu'est-ce qui va se passer au 31 décembre 2023, on est incapable de se le dire. Parce qu'on se rend compte que les experts sont toujours dans une logique où on est toujours dans un contexte de compliqué, et donc un contexte où il y a toujours des valos qui sont rechallengés. Donc, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on peut pas dire c'est fini. C'est fini le sujet des valos qui sont bousculés. On en a quand même maintenant depuis un peu plus de 12 mois, on a quand même eu quelques éléments. Qu'est-ce qui pourra nous aider à quelque part à voir le ciel devenir un peu plus bleu? Je pense que c'est quand on réussira à avoir un peu plus de visibilité sur les taux. Et notamment, alors on parle beaucoup de ce fameux plateau, mais c'est vrai que c'est un élément qui sera important puisque ça viendra apporter déjà au moins une stabilité. Et qui dit stabilité dit visibilité. Donc ça sera un élément important. Et puis aussi, à un moment donné, on ne l'a pas évoqué, mais depuis mi-2022, les transactions immobilières se sont énormément contractées. Il y a eu un phénomène un peu global où acheteurs et vendeurs se regardent et ne se comprennent plus. Et donc, il n'y a plus de transactions. Parce que le vendeur, il a du mal à comprendre que ce qu'il voulait vendre 100 aujourd'hui, en fait, ça vaut 80, et puis peut-être que demain, ça vaudra 75 ou 70. Donc, il est un peu bousculé. Quand il a la capacité de dire je ne vends pas, il range son actif. Mais quand il a une banque qui vient le voir en disant mais monsieur, vous avez un prêt in fine, il va falloir me payer, et très vite, là, il se retrouve très stressé. Et donc, qui dit vendre dans un contexte stressé fait que parfois, on décote encore plus son actif. Mais globalement, quand on va retrouver beaucoup plus de transactions, ça va aider aussi à apporter un peu de calme sur le marché. Les experts immobiliers s'appuient sur deux grandes méthodes pour faire les valos. C'est une méthode que je vais me permettre de qualifier de plus mathématique, donc une actualisation de cash flow futur, et puis une autre méthode qui est celle des comparables. Sauf qu'aujourd'hui, il y a très peu de transactions, donc très peu de comparables. Donc ça demain est clairement, et quand on regarde un peu les grands brokers, il y a quand même un consensus qui se dessine autour du fait que
2024 va logiquement être une année où on va avoir une reprise des transactions. Voilà, certains économistes chez ces grands brokers immobiliers prédisent même à compter de fin 2024 une potentielle baisse détente des taux. Voilà, ça, personne n'a de boule de cristal, bien évidemment, on aimerait tous le savoir. Mais si on retrouve déjà ce calme-là, ça va aider quelque part cette logique d'atterrissage. Et donc, le contexte va se calmer. On ne reviendra pas sur le contexte d'hier, hein, ça c'est certain. Mais par contre, on reviendra sur un marché qui se sera assaini, calmé, et tout le monde sera beaucoup plus serein dans ce contexte-là. Alors Philippe, du coup, comme tu... Pour compléter aussi, ouais, pour compléter quand même les propos de Nicolas sur ces notions de cycle, bon, c'est clair que les volumes se sont fortement contractés depuis cette remontée des taux, hein, un peu plus de 10 milliards d'euros sur ces premiers mois. Globalement, c'est un marché chez nous qui a corrigé aussi un peu moins vite parce qu'on a une structure de dette chez nous qui est à taux fixe, quand nos pays voisins sont plutôt sur des taux variables et donc des corrections un peu plus brutales. Ce qu'il faut opérer également, c'est regarder également, c'est le retour en force du commerce, qui avait été longtemps boudé aussi depuis 2019, depuis 2020-2021, mais qui retrouve un peu des couleurs sur les volumes. Alors, en fonction des 11 milliards que j'ai évoqués. Et c'est aussi des changements d'intérêt côté investisseur sur les sous-jacents du commerce. Si on s'arrête 3 secondes là-dessus, on a différentes catégories de commerce, du commerce de pied d'immeuble, des centres commerciaux, du retail park, des retail parks pendant une période qui avait été boudée par beaucoup d'investisseurs reviennent aujourd'hui au goût du jour. Donc c'est vrai qu'il y a différents marchés immobiliers, compliqué d'avoir une lecture fine et précise sur un cycle en tant que tel. Et je pense qu'il faut effectivement, encore une fois, analyser. Il y a différentes typologies de bureaux. Il y a des bureaux de plus de 5000 m² qui sont sur des emplacements centraux, des bureaux qui vont être plutôt en région, sur des surfaces inférieures à 3000 m², donc qui ne vont pas réagir de la même manière, qui n'ont pas même réagi à l'époque post-Covid, enfin à l'époque du Covid et du télétravail. Et donc, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une multitude de stratégies, une multitude d'immobiliers avec des gérants qui ont chacun leur propre stratégie. Et l'intérêt, encore une fois, de passer par l'UNEP, c'est faire des allocations et avoir une complémentarité de mise en gestion sur les positionnements qui sont les leurs. Par exemple, Sogenial travaille énormément sur le côté régional. Comme je l'évoquais, on a ce côté qui est multidiversifié, diversifié d'un point de vue géographique, d'un point de vue sectoriel, sur une typologie locataire également la plus diversifiée qui soit. Le but, c'est accompagner tous ces changements parce que quelque part, on achète de l'immobilier, il y a des changements d'usage qui sont opérés, on le remarque, mais pour autant, l'immobilier est toujours là, les gérants suivent ces évolutions et les SCPI permettent effectivement de, quelque part, avoir une régularité des dividendes par cette diversification qu'elles proposent au sein de leur patrimoine. J'avais une petite question, mais elle est un peu cash, donc vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est mon défaut. Quand on voit des SCPI qui ont dévalorisé de plus de 15% d'un coup, je veux bien qu'il y ait la hausse des taux. Je constate que quand il y a eu la baisse des taux, il n'y a sûrement pas eu des revalos de 15%, parenthèse fermée. Et est-ce qu'il n'aurait pas dû déjà avoir des corrections au 31 décembre? Et alors, pour être un peu brut de décoffrage, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs d'expertise un peu de complaisance dans certaines sociétés? Ou est-ce qu'une société peut influencer sur de gestion peut influencer sur la valeur d'expertise? Je ne le pense pas parce que bon, les experts sont quand même indépendants. Il y en a 4-5 que l'on voit généralement faire 75% du marché. Mais bon, ça reste des entreprises sérieuses avec une responsabilité sur la signature qu'ils apposent. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de complaisance. Je pense aussi que les gérants qui ont un cahier des charges, ils font ce pourquoi, dans les statuts de la SCPI, pourquoi ils ont
ils sont en charge de la gestion des CPI, c'est-à-dire si on doit acheter de l'immeuble parisien en QCA qui rapporte 3%, le gérant va acheter de l'immeuble parisien QCA qui rapporte 3%. Et compliqué de voir, comme on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, cette remontée des taux brutale qui a littéralement pris de court quelque part ces gérants-là qui avaient cette stratégie d'acquisition d'actifs. Donc, pour être transparent, je ne pense pas que ça, on peut parler de complaisance sur les expertises. Pour compléter, moi aussi, je vais être cash. On est là pour être cash, comme dit Patrick. Je vous invite, une fois encore, à poser toutes les questions dont vous avez besoin aux sociétés avec lesquelles vous travaillez. On vous doit un maximum de transparence. Pourquoi je vous dis ça? Je partage complètement les propos de Philippe, c'est-à-dire les experts, ils sont avant tout indépendants. Ils ont une profession qui est normée, ils sont suivis. Les experts dans certains pays sont même responsables pénalement. Donc voilà, il faut pas remettre en cause l'expert. L'expert est quelqu'un avec qui on peut discuter pour lui dire, mais attendez, là, vous n'avez pas pris en compte telle relocation, vous vous êtes trompé sur le niveau de loyer, talalala. Mais globalement, l'expert n'est pas quelqu'un qu'on influence. Je pense que c'est important d'avoir cet élément-là en tête. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est la société de gestion prend les expertises et fait son travail à elle. Son travail notamment pour calculer des valeurs de reconstitution. Et c'est là où je vous invite à poser des questions, à dire « explique-moi comment tu fais, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, personnellement, et je suis cash, je ne m'explique pas comment, dans le contexte actuel, certains parlent de hausse du patrimoine colossal, et quand certains, ou d'autres qui me disent « mon patrimoine baisse, mais ma valeur de reconstitue augmente ». Personnellement, je ne sais pas comment ils font. C'est des magiciens. Faut qu'on m'explique en fait. Donc, voilà, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Alors, pourquoi certains ont plus baissé que d'autres? Parce qu'on ne travaille pas tous le même immobilier, parce qu'à un moment donné, on part peut-être pas tous de la même base. On part peut-être que certains, effectivement, avaient été plus agressifs en termes de positionnement des prix de part. Chaque cas est très particulier. Et c'est toute la complexité de la chose, c'est que c'est compliqué. J'ai presque envie de vous dire que parfois, c'est facile à dire a posteriori, mais parfois, quand on regarde un peu dans le rétro, on se dit, mais en fait, c'était presque prévisible, ces baisses. Parce qu'en fait, parfois, on se rend compte que certaines SCPI, elles avaient depuis 2-3 ans des problèmes de taux d'occupation qui baissaient. Et donc, du coup, des rendements qui baissaient. Et puis, à un moment donné, quand on rentre dans un contexte un peu pas très joli comme celui qu'on est en train de vivre, les experts, ils n'y vont plus par 4 chemins. Hein. T'as de la vacance, je vais sanctionner en termes de valo. Donc, voilà, c'est compliqué, faut suivre. On a parfois des échanges qui sont un peu bizarres. Moi, je me suis déjà retrouvé avec des échanges où effectivement, pour l'instant, et à l'issue des travaux qu'on a menés au 30 juin, on a dit que on ne touchait pas à nos prix de part. Certains me disent ouais, vous mentez, vous trafiquez, mais vous êtes débiles, vous feriez mieux de baisser. Le truc, ça part dans tous les sens. Et quelque part, c'est pour ça aussi qu'il y a ce besoin de attendez, prenons un peu de hauteur, arrêtons les réactions, savoir quelle est la bonne ou la mauvaise des solutions, on n'en sait rien. Voilà, il faut rester bien avoir en tête que personne n'est magicien et que globalement, en tout cas chez Sofidy, on a plutôt envie de se dire que même si le capital n'est pas garanti, eh bien, on a quand même envie de faire tout, se battre pour défendre le prix de la part et donc le patrimoine de l'associé, de l'épargnant. Mais en même temps, et excusez-moi de vous dire ça,
mais je ne suis pas en train de vous annoncer des baisses de prix de part. Mais en même temps, l'immobilier, c'est un truc qui vit, qui monte et qui descend aussi. Mais on est là sur du très long terme. Et le moteur principal, c'est le rendement. Et à un moment donné, alors c'est sûr qu'une baisse de 17-20%, c'est très violent, c'est très désagréable. Il faut quelques années de rendement pour la compenser. Mais à un moment donné, c'est aussi ça l'immobilier. Alors, le temps passe et c'est passionnant. On peut parler des heures. Alors, on s'est intéressé un peu aux investissements, aux typologies d'actifs. Alors, j'aimerais qu'on évoque un tout petit peu, parce que c'est comme un facteur de risque, à mon avis, fondamental, la collecte, la typologie de la collecte. Est-ce que vous pouvez nous dire, chacun votre tour, quelle est la part de particuliers, d'institutionnels dans votre collecte? Et dans les institutionnels, je pense notamment aux assureurs vie. Vous avez deux types d'assureurs vie. Vous avez ceux qui vous mettent des tickets de 10, 20 millions. Effectivement, quand ils sortent, ça sort pour les mêmes montants et ça peut faire très mal. Et vous avez les assureurs qui investissent au fil de l'eau. Et là, c'est pas du tout pareil parce que derrière, c'est des milliers de clients et qui ils ne peuvent pas sortir 10 millions d'un coup vu que chaque client prend sa décision. Donc, typologie de votre clientèle dans la collecte. Philippe, je te laisse la parole en premier. Ça marche. Alors, c'est vrai que nous, sur Génial, comme je le disais, on a un acteur qui est un peu plus récent sur le marché. Les fonds SCPI ont collecté à partir de 2018. Je vais en citer deux, qui est le plus connu, Cœur de Région, fin 2018, qui aujourd'hui fait à peu près 300 millions d'euros de CAPI, et Cœur d'Europe, que nous avons créé juin 2021 et qui aujourd'hui arrive sur 100 millions d'euros de capitalisation. On parlera peut-être de la collecte après, Patrick, mais c'est aussi important de l'évoquer. Sogenial aujourd'hui donc a créé ces véhicules-là et a pris comme stratégie de favoriser la proximité avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants France entière. L'équipe commerciale s'est étoffée, on est 5 personnes sur le terrain. Donc vous avez Anaïs dans le sud-ouest, vous avez Paul, Centre-Auvergne-Rhône-Alpes, Mehdi dans le nord et moi-même en Bretagne et dans le sud, qui avons fait ce travail depuis 4-5 ans de vous voir, de créer avec vous des conventions de partenariat. Et donc, notre stratégie a été, et c'était toujours la même, de favoriser la collecte et quasi exclusivement par le biais des conseillers en gestion de patrimoine indépendant, donc par des clients essentiellement directs. Si bien qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, sur Cœur de Région, la quote-part de collecte issue par la partie institut, donc assurance vie, c'est 3%. Donc, c'est assez minime dans le pipe de Cœur de Région. Et en plus, elle se fait de manière régulière. Donc, on ne prend pas des tickets de collecte importants, ce qui fait que entre la jeunesse des véhicules et la façon dont elle a collecté, on est sur un schéma qui est assez sain, je dirais, et qui nous prémunit effectivement contre tout risque, je dirais, d'arbitrage d'instit, comme ça a pu être le cas face à cette remontée brutale des taux, ou de sortie massive qui pourrait nous contraindre en termes de liquidité. Aujourd'hui, donc pour aller un petit peu plus loin rapidement, les délais de sortie sont extrêmement rapides puisque, comme je vous le disais, on est sur une phase de collecte et donc les retraits s'opèrent le mois qui suit la demande quand ils sont émis. Donc, pour répondre à la question, voilà, 3% de part instit sur Cœur de Région, 0 pour l'instant sur Cœur d'Europe, puisque tout le travail, comme je le disais, se fait grâce à vous, aux conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Nicolas, tu vas rajouter quelque chose? Peut-être vous dire effectivement, donc nous, je vais aller straight to the point. On a nos deux véhicules historiques Immorente et Fimo qui sont distribués en direct par le canal de l'assurance vie également, dans lesquels on a historiquement laissé entrer très peu d'institutionnels. Je pense notamment aux gros fonds immobiliers qui sont venus déstabiliser un peu les marchés immobiliers en lançant des vagues de retrait sur des SCPI. On en avait un petit peu, mais on s'est toujours prémuni, en tout cas en limitant au maximum les tickets, en encadrant en plus ces tickets avec des préavis de sortie, des saucissonnages des sorties. Donc globalement, ce sujet-là ne nous a pas fait de mal dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. On a à peu près 35% des parts en circulation sur ces deux véhicules qui sont
détenus par des assureurs parce que distribués dans des contrats d'assurance vie en tant qu'unité de compte auprès d'une petite vingtaine de compagnies d'assurance vie. Et typiquement chez Sogecap Oradea, principal partenaire assureur de l'UNEP, on n'a pas d'assureur qui soit venu nous voir. En tout cas, on l'aurait refusé pour acheter des parts sur compte propre, pour sa gestion de ses comptes propres. Ça, on n'en a pas. Voilà, et donc pour être très transparent, et les chiffres de la SPIM vont sortir de toute façon très très prochainement, mais oui, on assiste à un ralentissement de la collecte depuis clairement depuis le début de l'année, avec une logique d'accélération au démarrage de ce premier semestre, et la rentrée a confirmé ce ralentissement de la collecte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit contexte particulier où on a besoin d'avoir plus de visibilité, où d'autres classes d'actifs sont revenus dans le game, si je puis dire. Donc voilà, il faut être vigilant, il faut aussi surveiller cet élément-là. C'est bien évidemment le challenge de la liquidité derrière. Et la liquidité, c'est quelque chose qu'on gère tous ensemble. Ça, je pense que c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une société de gestion seule ne peut pas gérer la liquidité. Si elle n'a pas, entre guillemets, s'il n'y a pas une vraie discussion avec l'assureur, avec le distributeur, avec l'épargnant. Pourquoi ? Parce que la liquidité, elle ne se fait sur une SCPI que s'il y a des parts qui rentrent. Et globalement, si on est dans un contexte où la collecte ralentit, il y a globalement un sujet de tension sur la liquidité des fonds immobiliers. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, qu'il faut les fuir. Parce qu'autrement, on bascule dans une prophétie autoréalisatrice où on vient amplifier ce sujet-là. Donc, une fois encore, c'est pour ça qu'il faut réussir, et c'est facile à dire, mais effectivement, mais il faut réussir à prendre de la hauteur, à bien comprendre ce qui se passe, et quelque part se poser les bonnes questions. Voilà, c'est globalement un peu l'idée du contexte actuel. Alors, j'ai une dernière question avant que vous nous parliez un petit peu de l'atterrissage pour 2023, si vous avez quelques chiffres à nous fournir. On a observé là, depuis cet été donc deux typologies des SCPI qui dévalorisaient. Vous avez des SCPI qui ont dévalorisé une seule fois, mais de manière plutôt importante, en moyenne autour de 15%. Et vous avez d'autres SCPI qui l'ont fait en deux fois. Je pense notamment à la fusion suite à Pierre Plus et Actipierre. Vous avez eu une première baisse de la valorisation. On va dire que c'était pour se mettre à niveau avec les valeurs. Et puis, il y a une deuxième baisse, à peu près du même montant, pour se mettre à niveau des autres, en fait, et avoir une baisse globale de 15%. Alors, d'un côté, on se met à niveau parce qu'il y a des écarts de valeur. Mais de l'autre côté, est-ce que il n'y a pas un effet marketing pour l'année 2024 et afficher des performances qui seraient bien plus supérieures à cette année? Il y aurait un petit flou et puis ça favoriserait surtout les nouveaux porteurs de parts au détriment des anciens. Vous avez votre avis là-dessus? Je ne parle même pas de ceux qui ont revalorisé à la baisse. Parenthèse. Oui, alors c'est un exercice qui est assez sympa, Ça, c'est je dire ne fais pas. les communiqués, c'est assez rigolo, l'éthique de langage. Mais bon, bref. C'est une fois encore, c'est là où on peut avoir un avis, mais à un moment donné, peu importe ce qui se passe, il faut qu'on vous l'explique. Moi, je trouve qu'il y a un gros sujet, on va appeler un chat, c'est qu'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, mais on vous a peu expliqué ce qui se passe. Ou en tout cas, le pourquoi ça baisse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on a tel incident? À un moment donné, on oublie un truc, c'est que si on vous l'explique, bien évidemment, vous allez comprendre, et bien évidemment, on vous donnera les clés pour pouvoir vous aussi l'expliquer aux clients. Ce qui est le plus dérangeant, c'est quand on est, voilà, on ne sait pas, on se prend le truc en pleine face et personne ne nous explique ce qui se passe. Ça pour moi, c'est le truc qui je trouve assez gênant. Voilà. Et puis sur le sujet entre guillemets, de l'affichage, du marketing, oui, effectivement, si le loyer, si le niveau de distribution reste le même et qu'on baisse son prix de part, le nouvel entrant aura un potentiel niveau de distribution supérieur à celui qui était là avant. Oui, on pénalise celui qui est dans la SCPI, puisque lui voit son prix de part baisser.
Mais en même temps, si ça crée une dynamique de collecte, ça veut dire que ça lui permet d'avoir toujours de la liquidité. Dans les faits, dans l'histoire des SCPI, à ma connaissance, on n'a jamais constaté que quelqu'un qui a baissé son prix de part, entre guillemets, pour peut-être recréer une dynamique de collecte en affichant un rendement plus haut, que ça a été un pari gagnant. Dans les faits, c'est voilà, c'est très factuel. Et clairement, on n'en sait rien. Parce que là, on bascule dans une dimension qui est très psychologique. Et une fois encore, dans des logiques des prophéties autoréalisatrices. Et c'est la complexité du monde actuel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tous discuter ensemble, pour être tous conscients du truc. Parce qu'à un moment donné, si chacun est dans son coin, ça ne marchera pas. Pour compléter les propos de Nicolas, deux choses également. Bien évidemment, la transparence et l'avantage que nous avons sur cette typologie de solutions que sont les SCPI, c'est que c'est aujourd'hui un des véhicules les plus transparents de la place. Donc, effectivement, il faut challenger vos interlocuteurs chez l'UNEP, il faut challenger vos interlocuteurs au sein des maisons de gestion. Il y a des documents qui permettent de suivre également la stratégie de la maison de gestion, est-ce qu'elle est toujours en adéquation avec le cahier des charges de départ? Je parle bien sûr aux acquisitions, à quel niveau de prix ils achètent, à quel rendement ils sont rendus. Les rapports annuels, c'est une mine d'informations. Alors j'en conviens, ce sont des bouquins assez denses, et quand on fait des allocations, ça peut paraître beaucoup, mais rien ne vous empêche de solliciter des résumés de ces rapports. En tous les cas, nous, on vous les communiquera avec grand plaisir. On a à cœur de partager avec vous comment on crée de la valeur sur les fonds Sogenial et d'avoir cette logique encore une fois, d'être sur le marché sur du très long terme et donc de prendre des décisions aujourd'hui pour nous permettre d'atteindre ces objectifs sur du très long terme. Donc, un, la transparence, et deux, pour revenir sur la question initiale, bon, c'est difficile, effectivement, encore une fois, de juger. Je rejoins les propos de Nicolas, quelque part, qui consiste à dire, bon, si la pratique peut paraître douteuse, de le faire en plusieurs fois, toutefois, si l'objectif final recherché, c'est de relancer le véhicule, conserver de la liquidité pour les anciens associés et relancer la machine, bon, pourquoi pas. Et encore une fois, peut-être également qu'il n'avait pas identifié cette remontée brutale qui allait perdurer aussi longtemps. En tous les cas, je ne sais pas quelle aurait été la stratégie de ces maisons-là. Le problème, c'est qu'on est dans du cas par cas, hein, clairement. Il y a peut-être des gens qui ont acheté trop cher, qui ont fait des petites erreurs. Voilà, maintenant, généraliser, on ne peut pas le faire. À un moment donné, quand l'immobilier évolue comme il le fait actuellement et vous fait sortir de votre fourchette des plus ou moins 10, eh ben voilà, il faut le bouger, votre prix de part, quelque part. C'est une décision un peu contrainte, mais c'est aussi la règle du jeu, globalement. Donc, juste moi, je soulignerai les propos de Philippe et Nicolas, mais la SCPI, contrairement à des marchés financiers où la valorisation d'une société est relativement opaque, sur des actifs financiers, c'est relativement facile. Encore faut-il prendre l'effort d'analyser les rapports. Moi, j'ai fait l'exercice sur des SCPI qui ont dévalorisé. En regardant les rapports annuels actif par actif depuis 2007, dans certains cas, vous avez des choses, c'est à hurler, quoi, des actifs parisiens qui sont valorisés que de 2% en 15 ans. Vous dites qu'il y a un problème et vous voyez les évolutions année par année. Et aujourd'hui, je fais un peu une critique de vieux, mais on est dans la rapidité, l'information un peu brûlante, un peu comptoir du café du commerce. Et on oublie de prendre le temps de l'analyse. Et le temps de l'analyse est fondamental dans la mesure où, encore faut-il qu'on ait toutes les données disponibles, ce qui est le cas de la plupart des sociétés de gestion. Alors, je vais laisser Guillaume conclure, parce qu'on va respecter le timing. Ça pourrait durer 2 heures, c'est passionnant. Merci nos invités. Je laisse à Guillaume On n'a pas pu répondre malheureusement à toutes les questions, mais j'ai noté les questions d'Éric et Céline. On vous reviendra là-dessus. Il ne faut pas hésiter à solliciter les équipes de l'UNEP. Vous l'avez bien compris, il y a 200 SCPI en France. On n'en a qu'une petite vingtaine. On a essayé de les choisir méticuleusement avec tous les critères que vous avez pu entendre aujourd'hui. J'ai entendu le taux de recouvrement, c'est un critère que l'on regarde. La qualité de la distribution également. On aime bien aussi les CPI qui nous mettent des quotas.
puisque ça veut dire qu'il y a une vraie maîtrise de la collecte. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On a les offres du marché. Patrick et Ilona, ainsi que toute l'équipe commerciale UNEP, se feront un plaisir de répondre à vos questions. On pourra vous envoyer également, à votre demande, la dernière visio que nous avions organisée avec le CEO Europe de BNP Paribas Real Estate, Laurent Boucher, qui confirme en tout cas tout ce qui a été dit aujourd'hui, notamment sur les différents cycles immobiliers sur les prochaines années. Nous, on se donne rendez-vous le jeudi 23 novembre, puisque nous ferons intervenir Altixia ainsi que Foncière et Territoire. On va reprendre jusqu'à l'été 2024 minimum, sur un rythme de toutes les 3 à 4 semaines, des visios pour vous expliquer un petit peu les visions de nos partenaires SCPI. Et puis, voilà, on pourra aussi parler des SCI s'il y a besoin en off. Alors, n'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions, négatives ou positives. Les négatives nous intéressent évidemment encore plus. Sur le format de cette animation, on a fait un format volontairement sans slide, format d'échange, sans langue de bois. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, on est à votre disposition. Un grand merci à nos intervenants de grande qualité. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon week-end. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt.